en Côte d'Ivoire, en France, en Suisse, en Belgique, au Cameroun, au Burkina Faso, au Rwanda et dans plein d'autres pays des continents africains et européens, on a la capacité de s'interroger ensemble sur d'où on vient, quels sont les héritages, influences, partages qui nous nourrissent, où est-ce qu'on voudrait aller et comment. Je suis Laure Nicolet-Blédou, activiste littéraire ancrée et itinérante sur les continents africains et européens, avec plusieurs personnalités des mondes de la culture, des arts et du patrimoine en Côte d'Ivoire. J'ai pu apporter un petit cori à l'édification de l'édifice qu'est ce forum Notre Futur, qui dans sa version ivoirienne s'interroge sur la question du patrimoine, avec ce superbe titre trouvé par un de nos auteurs ivoiriens, Serge-Alain Agnessian, Hérité du futur. Ce samedi 20 avril matin, je vous accompagne dans la première séquence de 3 jours de dialogue, réflexion, confrontation, n'ayons pas peur des mots, débat et échange, avec ce panel sur une thématique puissante, les industries culturelles et créatives en Afrique et les héritages patrimoniaux. On va avoir un programme qui est très simple et très court. On va d'abord avoir une discussion avec 5 personnalités des arts, de la culture et du patrimoine qui vont nous apporter leur éclairage sur cette problématique. Et ensuite, on aura une séance de questions-réponses d'à peu près une quinzaine de minutes. Donc, on est ensemble pour 1 heure. Je vais inviter chacun des panélistes à me rejoindre. Je commence par une femme, sachant que c'est un ordre alphabétique. J'ai pas de chouchou, je l'aurais redit ce matin. Elle est une référence du secteur audiovisuel. Elle s'est formée au Forum Média Centre de Dakar, à la FEMIS à Paris et à la Film Academy en Allemagne. En 2005, elle réalise son premier film, Mon beau sourire, salué par la critique internationale, suivi de 4 documentaires, dont un sur une des personnalités contemporaines de notre continent les plus importantes à mes yeux. Un médecin, Congo, un médecin pour sauver les femmes, le premier film sur le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018. Elle passe ensuite à la fiction avec des courts-métrages dont Ma coépouse bien-aimée, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Sélection Clermont-Ferrand 2019, prix du meilleur scénario au Festival Émergence du Togo. Elle a aussi remporté des prix à la FESPACO, au FESPACO 2019 notamment, et elle reçoit la médaille de chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres, de la France donc, pour son engagement dans le secteur culturel. Sous vos applaudissements, j'invite Angel Dabiang à nous rejoindre. Je me souviens encore de mon émotion le jour où elle a changé le nom de son compte sur les réseaux sociaux pour y inscrire « Beyoncé porte mes créations ». En ce mois d'avril, c'est maintenant Solange qui porte des pièces de cette créatrice. Elle, c'est la reine des coris, un symbole de fertilité, de protection contre le mauvais œil, une monnaie, un signe divinatoire, on en reparlera. Ces coquillages qui ressemblent un peu à de la porcelaine, elle les assemble, les coud, les travaille pour former des coiffes, des masques, des tops et même des robes haute couture qui fascinent. Partie de sa terre natale de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où elle est médaillée Fierté-Dents, elle étudie la communication et les ressources humaines, notamment pour devenir journaliste et community manager, avant de se reconvertir dans la mode. Depuis, elle développe un artisanat baigné d'amour et irrigué d'un message puissant, appeler l'Afrique à se réapproprier la culture qui est sienne et à célébrer la richesse de son patrimoine culturel. Sous vos applaudissements, La Falaise Dion nous rejoint. Élevée par sa grand-mère au village, c'est à 6 ans qu'elle découvre Abidjan et apprend la langue française. Elle vient rejoindre là son père Boni, maître percussionniste et cofondateur avec Were Were Liking du village Kimbok, qui signifie connaissance ultime en bassa. Son début de carrière artistique, il commence à 5 heures du matin. C'est là qu'elle commence les cours, le footing, les apprentissages pluridisciplinaires. Et c'est ça le début de sa vie d'artiste qui l'amène jusqu'à une création afro-pop électro et l'obtention rarissime en Afrique d'un Grammy Award. Je considère que son titre Paléa fait partie du patrimoine mondial musical de l'humanité et son art me fait léviter. Je vous invite à applaudir Dobé Niaouré. Alors, je vais dire quelque chose en français qui concerne les anglophones. Il y a des casques de traduction qui sont disponibles, n'hésitez pas à aller les chercher à l'entrée. Je ne sais même pas comment vous comptez son parcours.
Lui, c'est un homme de théâtre, né en 1964 au Burkina Faso, descendant d'une famille de griots, metteur en scène, comédien, formateur. Il est à l'origine de la compagnie Deux temps trois mouvements du théâtre Galante à Avignon. Il est également le fondateur du Festival international de contes, de musique et de danse Yélène et du Centre culturel et social Gélia à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Il a été le directeur de la scène nationale Tropicatrium de la Martinique et il garde des liens très forts avec les Caraïbes, on en reparlera probablement. Il est aujourd'hui directeur des francophonies des écritures à la scène à Limoges et président du comité artistique international du Massa. Lui, c'est Hassan Kassi Kouyaté, que je vous invite à applaudir. La première fois que je l'ai vu, c'était à l'Institut français de Kigali, lors de l'édition 2023 des Rencontres internationales du livre francophone. Il se présente comme éducateur de formation, médiathécaire de profession et écrivain par passion. Moi, j'ai été conquise par sa légende d'Avila, première fiction afrofuturiste du Rwanda, publiée par la maison d'édition Elimu, qu'il a fondée et qu'il consacre à l'éducation de l'enfant africain du XXIe siècle. Il est aussi le fondateur de l'Organisation de la jeunesse afrodescendante de Lyon. Il évoquera peut-être cette étape de sa vie. Il s'est réinstallé à Kigali depuis 2019, où il promeut l'éducation culturelle comme levier de développement pour le Rwanda et pour l'Afrique. Lui, c'est Manzi Rugirangoga. Je vous invite à l'applaudir. Alors, je commence par dire bienvenue à chacun d'entre vous. On va avoir à peu près une 45 minutes pour échanger avant ensuite de prendre un échange aussi évidemment avec le public. Ma première question pour ce forum qui, on le sait, est vraiment animé, mu par cette idée de dialogue entre l'Afrique et l'Europe et entre l'Europe et l'Afrique. Elle concerne vos parcours personnels. En quoi les relations Afrique-Europe ou Europe-Afrique ont nourri finalement votre parcours et vos engagements? Je vais commencer par Manzi, que je désigne volontaire, pour qu'il puisse nous répondre sur ce point. Oui. Bonjour à tous. Merci Laure pour la présentation et merci aux organisateurs pour l'invitation. Alors, pour répondre à cette question, faudrait parler un peu de mon parcours personnel, qui est comme tu l'as dit, entre le Rwanda et la France. Un parcours un peu compliqué entre ces deux pays qui ont été en froid pendant un certain temps et qui aujourd'hui apprennent à se réconcilier, on va dire. Et puis, alors moi, j'ai été étudiant à Lyon pendant presque 10 ans, où j'ai, comme tu l'as dit aussi, fondé une organisation panafricaniste d'éducation politique, où justement on appelait les jeunes à se poser des questions sur leur propre identité en tant qu'Africains ou en tant qu'Afro-descendants. Et donc, je me suis rendu compte que c'est souvent en quittant l'Afrique qu'on se rend compte de sa propre africanité, ou disons qu'on l'affine, on la questionne un peu plus, et donc on la saisit un peu plus, cette africanité. Et donc pour moi, ça a été quand même et on rencontre aussi d'autres Africains. Parce que quand on est au Rwanda, par exemple, à part les pays voisins, c'est très rare de rencontrer des Sénégalais, des Ivoiriens et des autres pays d'Afrique. Et c'est en France que j'ai rencontré ces communautés-là et que j'ai appris à connaître leur culture et voir les liens qu'il y a entre nos cultures. Et donc moi, personnellement, en tout cas, c'est en Europe que j'ai pu me saisir de mon africanité, de ma rwandité, si on peut dire ça comme ça. Et donc c'est en partie pour cela que j'ai eu ce parcours qui est... Donc, en étant en Europe, je me suis construit en tant qu'Africain, en tant que Rwandais, et ça m'a permis après de retourner au Rwanda pour faire les projets qui sont ceux-là. Voilà, je dirais ça. Merci beaucoup, Manzi. Donc, intéressant de noter ce point de finalement construire son identité d'Africain, de Rwandais
en dehors de l'Afrique et donc notamment en Europe. C'est un point sur lequel j'ai vu beaucoup de gens hocher la tête. Je vais peut-être donner le micro, justement, proposer peut-être à Dobé de réagir, qui faisait partie des gens qui hochaient la tête, donc je me dis que je sens que ça fait résonance, et de savoir aussi effectivement comment ce dialogue Europe-Afrique a nourri-vous votre propre parcours dans la musique, et pourquoi ce propos de Manzi finalement vous fait réagir ou... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, grâce à Were King, mon futur a été écrit à travers l'art, à travers l'idée du panafricanisme. Et c'est vrai que quand j'ai quitté en 99 la Côte d'Ivoire pour la France, le fait d'être en France, hors de chez moi, hors de mon continent que j'ai tellement chéri, le continent, aujourd'hui le pays, la France, la langue et tout ça, m'a donné envie de plus être ancré dans mon africanité. Et c'est pour ça que j'ai un peu dit oui à monsieur, parce que c'est aussi le même parcours que j'ai eu. En écrivant mes chansons, en composant mes musiques, en allant sur scène, je voulais absolument transmettre, donner l'image de l'africanité. Et parler de l'Africain avec un grand sourire, avec beaucoup d'espoir, avec une bonne image de l'Afrique à l'extérieur de l'Afrique. Merci beaucoup, Dobé. Donc finalement, le regard de l'autre qui nous aide à être nous-mêmes, ça c'est un point aussi qui ressort. Est-ce que de votre côté, Hassan, les choses s'inscrivent dans cette même dynamique depuis votre parcours initialement commencé au Burkina, ou les choses ont été différentes, sachant que vous avez aussi l'expérience des Antilles, où la réalité aussi, son rapport à l'identité peut être autre? Bonjour tout le monde et merci aux organisatrices et aux organisateurs de nous permettre de partager ce peu que nous avons. Moi, ma rencontre avec l'Europe commence par la langue française, qui est devenue aussi une langue maternelle, une deuxième langue maternelle que je revendique très, très fortement. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai aussi besoin de ma sauce gombo que de mon camembert. Et je le revendique aussi. C'est pour cela, souvent, je dis que je suis un zèbre. Le noir éclaire le blanc que je suis et le blanc éclaire le noir que je suis. Et je ne les mélange pas, sinon ça devient le gris. Donc, je deviens confus. Et quand j'ai besoin, deux fois, d'utiliser mon africanité pour mieux voir certaines choses de l'Europe et vice-versa. J'ai besoin de l'Europe aussi pour voir certaines choses de l'africanité. Donc, ça m'aide à éclairer sur les pensées ou à les enrichir. Merci beaucoup, Hassan. Je veux bien que peut-être La Falaise rebondisse, parce que La Falaise, elle a cette petite particularité qu'elle jongle aussi assez souvent avec la langue anglaise pour parler de son travail ou pour se présenter. Même quand on va sur son compte Insta, c'est en anglais qu'elle a écrit les quelques mots de sa mini-bio. Donc, est-ce que vous, La Falaise, vous pouvez nous expliquer justement comment se fait ce lien, ce dialogue entre Afrique et Europe dans votre parcours, et puis peut-être mentionner aussi un peu votre rapport aux langues, parce que il y a cette spécificité pour vous. Merci pour cette opportunité. Alors, mon parcours, je pense que moi j'ai été très vite éveillée comme Dobé, comme le parcours de Dobé. J'ai eu mon père c'est un homme de lettres et un homme très engagé, très panafricain. Donc très vite, à partir de, je crois, 4 ans déjà, 5 ans, on commençait à lire. Et il fallait lire des livres qui étaient autour de l'amour pour l'Afrique. Donc il nous a vraiment éveillés déjà. Et toute ma vie, je pense, depuis mon enfance, je savais que je devais m'engager. Je pense déjà pour ça et pour l'héritage aussi que je porte. Donc, mon nom, c'est Dion Dewand La Falaise. Et Dewand, c'est le nom de ma grand-mère. Et ma grand-mère a toujours été une personne qui vivait pour la communauté, qui a toujours travaillé pour la communauté, qui s'est toujours engagée et qui a toujours développé cette sorte de... Comment je pourrais le dire? Elle a toujours été effrayée, elle a toujours eu peur, elle a toujours été révoltée par toutes les injustices.
Et je pense qu'en portant ce nom, en me donnant ce nom, mon père m'a donné aussi la mission de ma grand-mère. Et mon prénom, La Falaise, c'est là où ma grand-mère aimait se recueillir. Donc, Dewande qui va se recueillir sur la falaise. Et j'ai grandi comme ça dans les lettres, dans la beauté des lettres, mais aussi dans la révolte de la condition de Noirs, d'Africains. Et les gens ont tendance à penser que quand on est Africain, qu'on vit sur le continent, on est vraiment attaché à sa culture, on est vraiment dans le cœur de sa culture. Et pour moi, qui ai grandi dans une famille... et en même temps, j'avais mon père qui nous incitait à nous éveiller sur notre condition en tant qu'Africains. En même temps, il y avait la place aussi de la religion et de toute la société aussi qui nous éduque. Donc pour moi, ça a été un peu un combat en me cherchant, qui j'étais en fait dans ce système ou dans ce programme où je m'éveillais. Et il a été clair pour moi que mon travail et tout ce que j'allais produire, je crois, dans cette réalité, allait être autour de l'engagement, parce que c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me donne envie de vivre et c'est ce qui me donne envie de continuer. Donc ça s'est poursuivi comme ça avec La Falaision, la marque. La marque est née à la suite d'un parcours, un cheminement personnel. J'avais besoin de continuer à puiser, à rentrer dans mon africanité, mais même pas avec le rapport occidental, mais avec mon rapport vis-à-vis de moi. Je parle français, mais je ne parle pas Yakuba alors que je suis dans. Donc pour moi, je dois parler Yakuba. Et je n'ai pas compris pourquoi mes parents m'ont pas appris à parler Yakuba. Et j'ai commencé à poser les questions à mes parents et j'ai recommencé à partir au village. Et en partant au village, en partant à Mans, j'ai découvert la beauté de cette région-là. J'ai découvert la beauté je pense, de tout le cœur de l'Afrique de l'Ouest, quelque part à Mans, dans les montagnes. Et j'ai aussi découvert l'empreinte et la force du Kori, qui était un symbole pour nous, un symbole d'identité ouest-africain. Et c'est comme ça que pour moi, c'était plus clair. Il fallait que le Kori me guide en fait dans cette histoire pour pouvoir raconter, montrer à mes frères africains la beauté de ce qu'on est à l'intérieur, la puissance de ce qu'on est, et de faire un avec cette puissance-là et de ne pas avoir peur de ce qu'on est. Donc je pense que c'est comme ça que ça a été pour moi. Et mon rapport avec l'Europe est arrivé plus tard, quand il a fallu voyager pour présenter mon travail. Et je me souviens, c'était en 2018, j'avais été invitée au festival Aphrodisée. Et après, à la fin d'une belle conférence où je parlais de moi, de mon travail, j'ai rencontré une personne en face de moi qui essayait de me parler, qui m'avait vue pendant la conférence, mais qui articulait plus les mots face à moi, parce qu'elle avait une Africaine noire en face d'elle et elle ne savait pas si je parlais français. Donc ça, c'est à ce moment-là que j'ai compris, en fait, que j'étais noire. Ouais. Merci pour ce témoignage. J'imagine qu'il y en aura d'autres qui peuvent être plus positifs ou plus négatifs, mais effectivement de comment notre différence et notre africanité est reçue par les personnes que l'on a en face de soi. De votre côté, Angèle, comment se fait cette rencontre finalement avec l'Europe, l'Afrique, dans votre parcours de vie et du coup dans votre travail ? Merci, bonjour à tout le monde. Je suis ravie d'être ici à Abidjan pour ce forum important. Moi, je dirais que la rencontre s'est faite quand je filmais un rituel traditionnel sénégalais, sûrement west-africain, qui est le tatouage des gencives. Parce que quand j'ai voulu faire, par exemple, le cinéma, un des plus grands, on va dire, réalisateurs de l'Afrique m'avait carrément dit « Tu ne seras jamais cinéaste. Tu penses que c'est aussi facile que ça? Tu viens me voir chez moi pour me dire que c'est cinéaste, tu peux te former. » Et puis, je suis partie en me disant « J'ai plus envie de faire ça. » Pourquoi? Il m'a dit « Retourne à ton droit. » Tu fais quoi? J'ai dit « Je suis en droit à l'université. » Il m'a dit « Retourne. » Et les premières formations que j'ai pu faire ont été faites grâce à des collaborations, notamment avec la France, les ateliers audiovisuels qu'il y avait à l'ambassade, m'ont permis justement, m'ont dit « C'était possible pour toi. » Et là, je me suis dit, je vais essayer de montrer à ce grand monsieur que c'est possible pour moi. Et j'ai pris quelques économies. Je suis allée pour filmer justement le tatouage des gencives, qui était mon premier film, Mon beau sourire. Et je dis que la rencontre avec l'Europe s'est faite à ce moment-là parce que la personne que je filmais
pour faire son tatouage avait trop mal et elle avait dit je ne peux pas continuer, on arrête. Mais comme c'était mes économies, je me suis dit je ne peux pas arrêter, alors je le fais. Et mon équipe m'ont dit mais t'es une déracinée, tu ne veux pas le faire, ça ne représente rien pour toi, le tatouage des gencives. Et j'ai dit mais si, au moment où j'ai dit si, je le faisais pour le film parce que je me dis je vais perdre de l'argent si je ne le fais pas. Mais dès qu'elle a commencé à me piquer les aiguilles sur les gencives, ça faisait tellement mal que j'ai commencé à pleurer et elle a dit « Tu pleures comme les Blancs. C'est les Blancs qui pleurent quand ils ont mal. Toi, tu devrais pouvoir résister. » Et je pense que ce processus-là, pendant toute l'heure où elle est en train de me torturer, tout un questionnement a commencé à germer dans ma tête sur ce que j'étais, comment je voulais raconter mon Afrique, pourquoi c'était important de reconstruire, de repenser et de donner aux autres notre histoire, notre version de l'histoire. Et je me disais, ce tatouage que je fais, c'est un rituel, il n'est pas archaïque, il n'est pas dépassé, il est moderne, il me rend forte, il me rend fière. Donc il faudrait qu'en montant le film, que je rende ça, que je change comment eux verront ce rituel traditionnel-là qui a l'air archaïque ou autre. Donc voilà, et du coup, le film était devenu tout autre chose. Un petit film de 5 minutes, mais assez drôle, où on a peur et tout. Et c'était ma rencontre pour moi avec l'Europe. Merci beaucoup, Angèle. Je vais vous demander de garder le micro parce que ça va nous permettre de passer sur un autre sujet que vous avez évoqué avec votre réponse. On note déjà cette dimension de quelque part pouvoir se faire refuser sa propre africanité par d'autres Africains. Ça, c'est un sujet... voilà, il y a des choses assez lourdes autour de ça. Je rebondis parce qu'au début de votre témoignage, vous parliez du fait qu'on vous a un peu déconseillé, finalement, de vous lancer dans cette carrière. J'imagine, mais vous pourrez bien sûr ajuster, notamment parce que pour les gens, travailler dans le cinéma, c'est pas vraiment un travail ou bien ça peut être trop risqué. Je voudrais maintenant qu'on aborde un petit peu justement la question de la structuration des filières, que vous puissiez nous dire un petit peu aujourd'hui où en est ce secteur de l'audiovisuel et du cinéma sénégalais et comment est-ce que finalement votre rencontre avec l'Europe et le fait par exemple que vous soyez formé en France, en Allemagne, vous aide à structurer ce secteur et à structurer aussi votre carrière. Le milieu du cinéma et de l'audiovisuel aujourd'hui, moi je dirais en Afrique en général, est en pleine émulation. C'est vraiment dynamique parce que les techniciens voyagent d'un pays à l'autre, intra-Afrique. On a plusieurs fonds qui ont été créés dans chaque pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, Maroc, Tunisie, ont tous mis en place des fonds d'aide qui aident d'abord les pays de l'intérieur, mais on peut s'aider entre Côte d'Ivoire, Sénégal ou Burkina Faso, Sénégal. Donc il y a des accords de coproduction qui sont en train de se mettre en place entre les différents pays. Les salles de cinéma reviennent aussi. Il y a peut-être une dizaine d'années, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, il n'y avait plus de salles de cinéma. Et là, on a quand même beaucoup de salles de cinéma qui reviennent. Les films qu'on montre aussi changent parce qu'on a complètement laissé tomber les séries, on va dire les novelas brésiliennes et tout ça, pour revenir à des séries africaines, à un contenu qui nous ressemble et qui est plus proche de nous. Et ça, c'est très bien pour la cinématographie et aussi pour notre public parce que il n'y avait plus de salles, on avait aussi perdu le public. Et aujourd'hui, on est en train de regagner un public africain qui a envie de voir du contenu africain. Maintenant, il reste la structuration pour moi où on gagne de l'argent en faisant l'art. On a tendance à dire, je fais mon art parce que je l'aime, parce que je veux envoyer des messages, mais je pense qu'il faut aussi qu'on se dise que la culture est un facteur de développement économique et social, et il faut qu'on n'ait pas honte de dire, OK, maintenant, comment on fait pour que ce soit aussi du business et qu'on puisse, chacun de nous, gagner de l'argent. Effectivement, il y aura toujours la collaboration Europe-Afrique, Asie-Afrique et tout, mais il faudrait qu'on puisse d'abord être indépendant économiquement dans nos industries culturelles, qu'on structure d'abord chacun de nous dans son domaine, son industrie, pour pouvoir avoir des partenariats qui sont plus forts. Aujourd'hui, moi, si je vais chercher de l'argent en France en tant que Sénégalaise, je suis fière, je lève la tête parce que quand un producteur français, par exemple, me dit « je peux aller chercher 75 000 € ou 100 000 € pour ton film », je vais dire « ah ouais, moi au Sénégal, je peux avoir 150 000 €. »
Vous voyez, donc le rapport, il change tout de suite. Et c'est ce côté-là, économique et business, qu'il nous faut voir comment le structurer de façon pérenne, en fait. Merci beaucoup, Angèle. Beaucoup de têtes encore qui se hochaient. Je ne sais pas, Manzi, si vous voulez réagir sur cette partie-là. Et vraiment, l'idée, c'est que chacun, après, dans son secteur, puisse nous apporter un éclairage. On vogue de thème en thème sur cette dimension économique, la structuration de votre secteur à l'aune de ce dialogue Europe-Afrique. Oui, alors, je pense que les situations peuvent différer selon les pays. Moi, je vais parler du Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays très ancien, mais finalement très récent, puisque c'est un pays qui s'est reconstruit après le génocide, donc qui s'est passé à 30 ans. 30 ans, c'est très peu. En réalité, c'est une très courte durée. Donc c'est vraiment un pays qui se reconstruit dans tous les domaines. Et l'industrie du livre, en l'occurrence pour ce qui me concerne, est dans la même situation. Comme tu disais, moi, pour écrire, c'était pas vraiment une idée de carrière, parce que c'est un peu tombé sur moi, j'ai envie de dire, par nécessité, on va dire. C'était un besoin d'écrire, un besoin de transmettre des choses. Et ça n'a jamais été un plan de carrière où je me suis dit que j'allais faire de l'argent avec ça. Mais c'est devenu une nécessité. Et donc, voilà, je l'ai fait. J'ai dû monter une maison d'édition pour. Et c'est vrai que moi, c'était une démarche très personnelle, très personnelle. Et j'ai pas eu vraiment de soutien, on va dire, que ce soit des institutions publiques ou autres. Parce que, bon, déjà, j'en ai pas demandé, mais aussi parce que c'est pas une priorité. C'est pas une priorité. Le monde de la culture et en plus le monde du livre, c'est quelque chose qui passe au second plan après d'autres priorités que je peux comprendre. Il y a des autres problématiques plus urgentes, mais c'est aussi quelque chose qui est nécessaire, puisque pour fonder une société saine, on fonde une société saine qu'à partir de sa culture, qu'à partir de ses arts et de ce qu'on transmet au monde. Et donc, voilà, c'est une nécessité, c'est en train de se faire, c'est en train de se construire. Des événements comme ici à Abidjan permettent, nous, artistes rwandais, de rencontrer d'autres artistes africains et même d'autres pays, et ça nous permet de faire des liens et de nous construire justement comme ça. Mais c'est vraiment quelque chose de neuf. On est un pays neuf et je dirais que je suis un peu à l'image de mon pays, donc c'est quelque chose qui se construit vraiment maintenant en fait. Merci beaucoup. Donc on sent en tout cas sur le secteur de l'industrie du livre peut-être plus de difficultés à mobiliser peut-être la volonté politique, si on peut résumer ces propos ainsi. Je ne sais pas si du côté du théâtre, Hassan, quel regard vous portez. Ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous avez donc ces expériences de vie de théâtre, de troupe, etc. au Burkina, et aussi vous faites partie d'institutions qui sont majeures en France. Quel regard justement vous portez sur la structuration du théâtre burkinabé finalement, et en quoi les dialogues France vers l'Afrique, Afrique vers la France nourrissent, contribuent, participent ou pas à la structuration du secteur? Merci. Et si vous permettez, je ne vais pas de là où je suis parler que du Burkina Faso. Bien sûr, au contraire, allez-y. Parce que comme je suis directeur des francophonies des écritures à la scène, c'est beaucoup de pays. Et je me suis rendu compte en fait que le problème, il est général. Je vais mettre le pied dans le plat. Le problème, d'abord, il est africain. Et que l'Union africaine ne prenne pas en charge ces questions autour de la culture en général et du spectacle vivant en particulier, pour moi, ça pose un problème. Et quand on voit les créateurs africains, pour pouvoir survivre, puisqu'on parle d'industrie, pour pouvoir survivre, ils ne pensent qu'à créer pour l'Europe ou pour l'ailleurs. Et pour moi, au départ, ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Que l'Europe soit une plus-value dans leur travail,
oui, l'Europe fait partie du monde. C'est une base de réflexion dans leur création. J'ai vu des créations en langue nationale ou langue vernaculaire, et qui ne tournent pas. Alors que c'est de belles factures. Et ça ne tourne pas alors qu'il y a un public national et international autour. Par exemple, quand tu crées un Bamana, tu es sûr d'atteindre des millions et des millions de spectateurs. Et c'est le curseur où on le pose. Est-ce qu'on crée pour qui? Mais la réalité, si on ne crée pas pour l'Europe, on ne vit pas. Et il n'y a pas de structuration nationale ou continentale réelle. Il y a des rares exceptions. Donc, ça commence par ça. Qu'est-ce que les États africains veulent pour leurs créateurs? Et là où je suis placé, je peux le dire, pour faire venir un spectacle du continent africain, si on sort des dispositifs de l'Institut français, l'OIF a supprimé tout son fonds de circulation, et quelques rares structures européennes qui saupoudrent, qui mettent de la couleur dans leur programmation. Je suis un peu violent en disant ça, c'est une réalité. Et il y a un vrai problème. Donc, on doit réfléchir le problème du point de vue du continent africain d'abord, avec l'aide de nos amis européens. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui se fait sans. On ne fait jamais sans, on fait avec. Et comment on fait avec? La question, elle est là aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est aider à structurer aujourd'hui les rares initiatives privées qui sont sur le continent, qui essayent de se battre. S'il n'y en a que 3, donner-leur les moyens de pouvoir porter le reste des équipes, des personnes qui arrivent derrière. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la question de la formation. Mais avant la formation, je parlerai de l'information. L'information est biaisée. Il y a souvent des délits d'initiés. Il y a des délits d'initiés, il y a des gens qui savent où aller chercher, et d'autres qui sont des bons créateurs, mais qui ne savent pas comment faire, quels sont les circuits, etc. Et quand tu le sais, quels moyens tu as? Il y a certains dossiers qui sont complexes, donc j'amène la complexité des dossiers aussi. Et moi, je suis dans plusieurs commissions. Quand on demande, par exemple, à des artistes d'envoyer la vidéo complète ou un streaming ou un thriller de 6-7 minutes, le gars qui a Kisangani au milieu de la guerre, il n'a même pas l'électricité. On n'imagine pas. Donc, on fait une sélection déjà. On présélectionne inconsciemment des gens, disons, je suis gentil, on exclut aussi, mais je n'ai pas la solution, je pose les problèmes. Et comment faire? Donc nous aussi, dans nos appels à candidature, dans les projets, comment réfléchir avec ces difficultés et comment construire l'avenir ensemble. Donc je finis, et donc il y a la question de l'information, et de la question de formation. Quand on veut tourner, même en Afrique, il y a certains endroits, on ne peut rien faire sur les voies terrestres, et c'est les avions. Quand il y a un décor de 20 kilos, ça va. Quand il y a un décor de 500 kilos, rien que ça, l'économie du spectacle. Il faut parler de l'économie du spectacle. Et quand tu as aussi 12 personnes sur scène avec l'équipe technique, avec les réalités d'aujourd'hui, c'est compliqué. Je n'ai pas dit c'est impossible. Donc, c'est tout ça. Il faut former les gens aussi à l'économie du spectacle.
Merci beaucoup Hassan, je vous remercie d'avoir en plus illustré votre propos avec des exemples très concrets sur les questions de déplacement, et là je parle vraiment déjà même sur le continent, de spectacles, de matériel. Je voudrais signaler au passage que cette année le MASA, dans son édition pour les appels à candidature, a organisé en fait des formations pour apprendre aux artistes comment on dépose une candidature, parce qu'effectivement on est excluant sur le principe si déjà les gens ne savent pas comment s'y prendre, de quoi est constitué le book. Donc ça, c'est le genre d'initiative à multiplier. Dobé, je veux bien aussi que vous rebondissiez et je vais me permettre d'aborder un sujet peut-être un peu frontal pour revenir sur la question initiale du rapport donc, avec l'Europe aussi pour structurer notre filière et nos filières. Il y a quelqu'un qui a mentionné, et je crois que c'est Hassan, de produire du contenu à destination d'un public européen. C'est parfois un sujet qui revient avec vous, Dobé. On dit que Dobé elle est plus connue en Europe qu'en Côte d'Ivoire, etc. Voilà, j'ai vraiment envie de vous entendre là-dessus. Je rigole. Oui. Je rigole parce que moi, je suis une artiste ivoirienne, africaine, qui parle du panafricanisme et qui est vendue en Europe. Et je ne joue pas beaucoup chez moi en Afrique, en Côte d'Ivoire. J'ai envie pourtant, mais je ne joue pas parce que peut-être qu'ils disent que je fais de la musique pour blancs, alors que je fais la musique pour africains. Je fais la musique. C'est quoi la musique pour blancs? C'est quoi la musique pour africains? Ça, c'est un autre débat. J'ai été élevé dans un milieu panafricain. On m'a enseigné à mettre en avant nos cultures. Et d'une certaine manière, je le fais avec un peu plus de... Comment on dit, je mixe un peu, vu que je suis une artiste, un enfant de cette époque-là, de cette époque à Internet et ouverture sur le monde. Je suis vraiment mal placée et parfois je suis aussi très très triste de savoir qu'on a du potentiel en Afrique. Je parle du milieu artistique, musical et danse et tout ça. On a un potentiel énorme en Afrique. L'extérieur vient se puiser ici pour aller se vendre à l'extérieur, chez eux. Et nous, ici, on a tendance à s'oublier. Pas tendance, on s'oublie. Ça va jusqu'à décaper la peau, se mettre les perruques sur la tête pour ressembler, parce qu'on soit oublié. Je suis très triste de savoir qu'on a des artistes, des chanteurs qui ont envie de développer leur vocal, leur technique vocale, qui ont envie de développer leur scénique, qui ont envie de jouer un peu partout, et qu'on a un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Mali. Voilà, je commence à m'énerver. Non, ça va, c'est avec le sourire. Et on n'a pas d'endroit vraiment où jouer. C'est-à-dire un artiste ivoirien, je ne parle pas de moi parce que j'ai commencé ma carrière là-bas, j'ai un agent, j'ai pas mal de gens qui s'occupent de moi, donc ça va, je tourne, je gagne, j'arrive à manger à ma faim, j'arrive à faire manger ma famille, Dieu merci. Mais ceux qui sont ici, qui ont envie de faire manger leur famille, qui ont aussi ce même discours qu'on a eu quand on était enfant, que papa, maman doit manger, voilà, on connaît tous les difficultés africaines, entre guillemets. Ils n'ont pas la possibilité. Ils n'ont pas cette possibilité-là de jouer. C'est très triste en sachant que le continent africain est un continent hyper riche. Il y a des gens qui ont des têtes, il y a des intelligents, il y a du travail, il y a des main-d'œuvre, on a des main-d'œuvre. On peut construire dans chaque arrondissement, dans chaque quartier, on peut avoir des petites salles. Et on peut mettre en place, c'est pas grand-chose. Bon, je ne l'ai pas fait, je suis aussi fautif, s'il faut être. Mais on n'a pas d'endroit pour jouer. On n'a pas une liste, on n'a pas genre, quand je vais à Bruxelles ou quand je vais à Paris, juste dans le métro, je prends une feuille, un journal comme ça, et je vois dans le mois, qu'est-ce qui se passe dans le mois, dans les salles. Et je sais que je peux aller voir du théâtre là, je sais que j'ai envie d'un peu de voir de l'exposition, je peux aller voir ça là. Je n'ai pas à chercher 10 000 fois sur Internet, c'est là, à ma portée. Et ici, on n'a pas ça. Donc, je pense qu'un des combats qu'on doit, nous, en tant qu'artistes, avoir, c'est déjà d'avoir une bonne communauté africaine, vraiment ensemble, et on arrive à mettre en place, à convaincre les politiques, parce que ce sont eux, parce que nous, on a un peu de sous, on peut faire des choses,
j'ai commencé une production, j'ai commencé à produire des artistes, c'est pas aller très loin. C'est pas aller très loin, c'est se vautrer parce que je n'étais pas accompagnée. Ça s'est vautré parce que je ne savais pas où aller chercher de l'aide. J'ai commencé avec ma poche, mais ma poche, à un moment donné, a été trouée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est vraiment... il faut vraiment voir le problème et trouver la solution. Merci Dobey, merci de passer des messages, mais quand même avec le sourire. Hein, on note aussi dans votre propos finalement l'envie et le besoin peut-être de s'inspirer de structures qui existent ailleurs, donc notamment en Europe, et d'une certaine structuration qui est là, qui peut nous servir d'inspiration et qu'ensuite on peut déployer nous localement, j'ai envie de dire presque à notre sauce, pour reprendre le parallèle avec le gombo que faisait Hassan. Donc ça, on le note. Vous soulignez aussi un autre point, je ne sais pas si La Falaise voudra rebondir là-dessus, qu'en fait, par exemple, en Europe, vous êtes bien entouré. En fait, il y a des métiers autour de l'artiste. J'entendais la ministre de la Culture il y a quelques jours qui rappelait que normalement, derrière en gros un artiste en moyenne, il y a 12 personnes. Il y a un maquilleur, il y a un agent, il y a un manager. Voilà. Donc en principe, pour un artiste, il y a déjà une équipe d'une douzaine de personnes. Je ne sais pas, vous, La Falaise, comment vous voulez rebondir sur ce point. Donc cette question de la structuration de la filière mode ici en Côte d'Ivoire, et ce que vous avez pu voir ailleurs et comment ça peut se nourrir et dialoguer, et est-ce que c'est déjà le cas par exemple, est-ce que des expériences ou des structurations dans d'autres pays vous aident-vous à avancer dans votre parcours et sur cette filière de la mode? Bon. Pour le moment, la structuration pour notre industrie dans le secteur de la mode, elle n'existe pas. Pour le moment, on n'a pas d'industrie. On a des créateurs de mode, on a des designers qui développent et qui engagent des projets, des initiatives privées, personnelles pour pouvoir évoluer. On n'a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement qui existe ici à ce jour en Côte d'Ivoire. En tout cas, par mon sens, on a cherché et on n'a pas encore trouvé. Et d'ailleurs, au lieu d'en trouver, c'est que les initiatives qui nous approchent jusque-là, on se rend compte en fait qu'elles, quelque part, elles sont toujours dans l'exploitation de noms. Elles cherchent à utiliser des noms d'artistes comme La Falaise Dion pour participer à des projets dans lesquels en fait on ne reçoit jamais les supports, les soutiens financiers, et on est toujours laissé un peu pour compte. Parce qu'on vit cela aussi parce que je pense que le continent, ou spécialement en Côte d'Ivoire, on ne croit pas assez à la mode, on ne croit pas assez à la puissance de l'art, à sa force. Donc on ne nous fait pas confiance, on ne nous donne pas les fonds pour pouvoir développer nos métiers, et on le fait avec nos propres moyens. Donc pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de structuration, et dans les échanges avec l'Europe, là où on a ces quelques opportunités, les relations ne sont pas toujours respectueuses. En tout cas, on le sent dans le secteur de la mode, comment le travail de designer africain apprécié. Il y a toujours cette question de, quand vous faites quelque chose et que vous allez, il est toujours catégorisé d'être très africain. Et j'ai jamais compris cette notion de très africain. Et il y a Camélia dans la salle. Camélia, tu es là? On était ensemble à Milan pour la Fashion Week. On a été invités. On a été 4 designers d'Afrique. Et on a été avec une curatrice qui était censée présenter notre travail et le promouvoir. Et à un moment, quand on commençait l'installation de tous nos travaux pour que les gens, avant l'ouverture de l'événement, il y a une designer avec qui j'ai collaboré sur une collection. Et elle demandait un conseil à la curatrice. Elle a posé la question, elle lui a demandé « Qu'est-ce que vous pensez si je présente cette pièce-là de la collaboration avec La Falaise Dion, parce qu'il y a des coris dedans et je pense que ça représente beaucoup mon travail. » Et elle lui a dit « Je vais être honnête avec toi, tu es à Milan et ce que tu veux montrer là de la collaboration avec La Falaise, c'est très africain. Donc je pense que ça ne va pas passer ici. » C'est ce qu'on a reçu. C'est clair.
Oui. C'est assez clair. Ouais. Merci beaucoup pour cette anecdote. On va passer sur le dernier round de réponses de votre côté. J'invite le public à réfléchir à ces questions pour qu'on puisse avoir un échange avec la salle. On a parlé, c'est important, d'un manque de mobilisation des politiques sur nos territoires, sur ces questions de mode, d'industrie culturelle créative, de peut-être cinéma, audiovisuel, livres, etc. Je veux bien, parce que l'idée c'est de se dire les choses aussi honnêtement, qu'on fasse aussi cet exercice un peu d'autocritique sur finalement le public, le marché, les gens que nous sommes, nous, ici dans la salle. Est-ce que, finalement, j'aime pas trop faire des généralisations, mais est-ce que les Africains vont voir des films aussi africains? Enfin, voilà, quel est notre propre rapport, nous, finalement, avec notre consommation de la culture et de nos cultures? Je sais pas si, Angèle, ça vous inspire, cette question. Au Sénégal, c'est vrai qu'il y a des beaux exemples. Enfin, je pense notamment à Maîtresse d'un homme marié, qui a fait regretter, je pense à tous les Africains du continent, de ne pas parler Wolof parce qu'il fallait attendre longtemps pour avoir la version française. Et ça, c'était peut-être un signe. Mais voilà, parler aussi de cette question de comment nous, on consomme finalement nos propres industries culturelles et créatives. Moi, je dirais qu'on s'est réconcilié avec notre public. En tout cas, au Sénégal, les séries ont vraiment rapproché le public des créateurs audiovisuels et cinématographiques. Après, audiovisuel, oui. Pour le cinéma, c'est plus compliqué. On rame encore plus pour le cinéma parce que la majeure partie des longs métrages sont toujours montrés en Europe. On fait les longs métrages pour l'Europe parce qu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas de festival. On doit les réserver aux festivals de catégorie A, Berlin, Cannes, Toronto, Venise, avant de pouvoir le montrer ailleurs. Et le temps que le film fasse une année de tour dans ces festivals-là, de ces grands festivals, donc notre public africain, notre public en tout cas sénégalais, je dirais, le voit rarement. Je sais qu'il y a quelques cinéastes, dont moi d'ailleurs, où il y a certains de mes films qu'on n'a pas vus. Après, c'est particulier parce que, par exemple, Un air de Cora, je n'ai pas pu le montrer au Sénégal à cause de la thématique. Une relation amoureuse entre une fille voilée musulmane et un moine catholique. Donc, où chacun laisse un peu de sa liberté pour rejoindre l'autre. Mais ça, c'est une autre question. Mais le problème vraiment des longs métrages, en tout cas du cinéma, c'est que nos publics ne le voient pas. Après, l'audiovisuel, c'est différent parce qu'on le montre dans la télé tout de suite. Il y a plein de séries qui sont de qualité. Les séries sénégalaises, je pense, sont aujourd'hui appréciées dans toute l'Afrique parce qu'il y a les traductions, il y a les sous-titrages. Donc, et ça, c'est très bien. Maintenant, il faudrait que, parce que le cinéma, c'est l'économie aussi, il faudrait qu'on puisse programmer non long métrage dans les nouvelles salles de cinéma et que ça marche à l'image de Les Trois Lasgar, à l'image de Marabout Chéri, qui est des films comme ça, qui remplissent des salles et qui sont des films fabriqués entièrement par nous. Ça, c'est maintenant l'autre challenge à avoir, en tout cas dans le secteur du cinéma. Merci beaucoup, Angèle. Manzi, peut-être sur finalement la littérature rwandaise lue par les Rwandais. Oui, alors, c'est une question qui est très... c'est une question très brûlante, j'ai envie de dire, puisque on a, enfin, moi en tout cas, j'ai une relation assez complexe avec le public africain, on va dire, rwandais en tout cas. C'est que quand j'ai écrit mon livre, je l'ai écrit en français, puisque j'aime bien écrire, je préfère écrire en français. On m'a reproché de ne pas l'avoir écrit en Kinyarwanda. Donc, j'ai entendu ça, puis j'ai écrit des livres en Kinyarwanda, mais personne ne les achète. En fait, parce que les gens qui ont l'habitude de lire, qui ont cette culture-là, ils lisent en français ou en anglais. Ils lisent très rarement en Kinyarwanda ou dans les autres langues, je ne sais pas ici, mais en tout cas chez nous, le Kinyarwanda, c'est plutôt une langue orale qu'on a tendance à écouter. Les gens aiment beaucoup plus écouter la radio et regarder mais très audio. Et la lecture, beaucoup moins. Et que ce soit, alors au début, c'était un prétexte que c'était en français. Et en fait, non, ce n'est pas du tout une question de langue, puisque les livres qui sont en Kinyarwanda ne sont pas beaucoup moins achetés que les livres qui sont écrits en anglais ou en français, parce qu'il n'y a pas cette culture. Et il y a aussi la question du prix. Souvent, on me dit, oui, mais les livres, c'est cher. Mais quand il s'agit d'acheter des bières ou acheter d'autres choses, là, ce n'est pas très cher. Donc, en fait, je pense que moi, j'ai arrêté d'écouter le public.
parce que, en fait, le public qui veut consommer, consomme. Le public qui a envie de lire, je parle des livres, hein, le public qui a envie de lire des livres va les lire, va acheter. Alors, il ne faut pas exagérer, évidemment, il ne faut pas que ce soit trop cher, mais par exemple, au Rwanda, il y a des livres qui sont très accessibles, on essaie je dis ça parce que je suis aussi éditeur, on essaie de faire c'est assez compliqué parce qu'il y a peu de machines à imprimer, donc l'impression est chère, mais voilà, on essaie quand même de faire des livres très peu chers, et c'est des livres que les gens n'achètent pas, alors que c'est dans leurs moyens, et alors que des livres qui sont un peu plus qualitatifs, qui sont un peu plus chers forcément, là, bizarrement, il y a des gens qui achètent parce que les gens qui lisent, encore une fois, qui aiment lire, connaissent la valeur d'un livre et sont prêts à mettre 10 000, 15 000 francs CFA, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais voilà, mettre une petite somme d'argent dans un livre parce qu'ils le valorisent. Donc en fait, je pense que le vrai travail qu'il y a à faire, c'est de valoriser le travail des artistes, d'éduquer la population à valoriser le livre, que ce soit le livre, que ce soit la mode, que ce soit un film, et que ils arrivent à comprendre que c'est quelque chose qu'on doit mettre un peu d'argent, parce que ce n'est pas rien, c'est du travail, c'est vraiment beaucoup de travail de la part des artistes, surtout quand on n'est pas structuré, qu'il n'y a pas des institutions qui sont derrière nous. Donc voilà, c'est des réponses auxquelles j'ai pas encore vraiment c'est des questions, pardon, j'ai pas vraiment de réponse, mais moi je pense que c'est au public de s'adapter. Merci beaucoup. Non, et c'est intéressant aussi de voir que parfois, il faut faire le choix de s'affranchir des critiques pour avancer dans son projet. Vous avez parlé d'éducation aussi, Manzi. Je rebondis vers La Falaise qui, elle, évoquait une éducation à la maison, qui l'a incité à la lecture. Donc, on n'oublie pas le rôle des parents, des familles, des foyers. Même quand les parents ne sont pas lettrés, ils peuvent inviter leurs enfants à lire. La Falaise, de votre côté, comment sont reçues vos créations ici en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'elles sont accessibles? Est-ce qu'elles sont portées? Est-ce qu'elles sont... Elles ont été bien accueillies, surtout après l'exposition avec Beyoncé. Quand c'est validé à l'extérieur, il n'y a plus de questions qui se posent malheureusement pour l'intérieur. Donc c'est ce qui s'est passé avec mon travail. Oui, mon travail est accessible en Côte d'Ivoire, il est vendu, mais la Côte d'Ivoire ne fait pas partie de mes top 5 ou des top 10 parce qu'on trouve que ce que je fais est trop cher. C'est trop cher pour être accessible au public ici. Je comprends aussi cette question et je comprends parce qu'on n'a pas été éduqué à voir la beauté de ce qu'on fait. C'est pourquoi tout ce qui est fait sur le continent, créé par des Africains, on a tout de suite ce statut d'inaccessibilité à cause du prix parce qu'on ne voit pas tout le travail qui est fait, toute la démarche et on ne s'en rend pas compte. Et c'est pourquoi l'éducation est très importante. Il faut qu'on s'éduque plus, il faut s'éduquer à voir le potentiel dans ce qu'on est, le potentiel dans ce qu'on fait, la puissance, la force dans ce qu'on est. Et il y a vraiment un gros travail d'éveil qui doit se faire en Afrique pour vraiment résoudre ces questions. C'est pourquoi aussi j'ai envie de savoir, en fait, à travers cet échange aujourd'hui de nos rapports Europe-Afrique, est-ce qu'il y a des solutions pour nous? Est-ce qu'il y a, c'est quoi l'apport de l'Europe aujourd'hui dans ce discours-là? Parce que on sait aujourd'hui que la plupart des traumas qui ont été causés aujourd'hui, ces questions dont on parle, cet échange aujourd'hui, il a lieu parce qu'il y a eu gros traumatisme qui n'a pas été réparé. Et on a besoin de parler de cette réparation. Les Africains ont besoin de se réparer pour se voir vraiment en face et de pouvoir voir leur beauté. Donc pour moi, la discussion a tellement de niveaux. C'est bien de la commencer aujourd'hui, mais j'ai envie qu'on puisse la poursuivre et vraiment... à la fin de ces discussions, avoir identifié des solutions et travailler en fait de sorte à pouvoir en fait régler ces questions-là pour que dans 2 ans, on puisse parler d'autre chose, de parler d'avancement après cette rencontre aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a changé? Comment on peut faire les choses meilleures? Comment en fait
Yes, j'ai beaucoup de questions aussi, moi, aujourd'hui. On a 3 jours, hein, donc normalement, on devrait aborder de nombreux sujets. Et l'idée, justement, c'est bien de poursuivre les dialogues en dehors de ce momentum. Enfin, c'est vraiment l'approche qui a été pensée. Je voudrais savoir s'il y a des questions dans la salle pour qu'on puisse en prendre une ou deux, voire 3. L'idéal serait que la question soit assez courte. Je vois pas très bien avec les lumières. Voilà, là, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a un stylo dans la main. Voilà, je vois, voilà. Donc, si la personne qui a le micro, si vous pouvez donner le micro à la personne qui a le stylo dans la main. C'est parce que j'ai aperçu le stylo qui brillait. Oui, c'est... Allez-y, donnez-lui le micro. Très bien. Si vous pouvez juste vous présenter quand vous posez votre question. Et s'il vous plaît, vraiment, je vous demande cet effort extrêmement difficile pour nous, les francophones, de faire une question courte. Allez-y, allez-y. Donc, on va écouter 3 questions. On va laisser les 3 questions, on va les écouter, puis après, on va se répartir les réponses pour essayer de tenir aussi dans le timing. Alors, allez-y, madame, je crois qu'il s'agit d'une dame. Je suis désolée, je vois très mal avec la lumière. Bonjour. Merci pour ce partage d'expérience. Je m'appelle Godelaine Agudinokon, je viens du Bénin, membre du comité éditorial qui conduira au Forum du Bénin en juillet prochain. J'ai très peu entendu dans vos interventions parler de l'héritage patrimonial. On a beaucoup plus entendu parler de l'industrie culturelle. Et l'héritage patrimonial, je l'ai très peu entendu. Alors ma question est la suivante. En considérant que quand on parle de patrimoine, quand on parle de patrimoine, on fait appel en quelque sorte à la cosmogonie africaine. Est-ce que cette cosmogonie africaine influence votre créativité? Et ma seconde question... Non, c'est une question par personne, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, merci à vous. On note la question, et effectivement, hein, parfois dans le feu des débats, on part sur un sujet, donc on va revenir sur la question du patrimoine grâce à vous, merci beaucoup. Je vois une deuxième main qui se lève, ah oui, alors qui utilise la technique du stylo, alors là ça va être... alors voilà, bon, là il y a une main qui s'agite très fort, voilà, allez-y, posez votre question, et après on va prendre une question plus devant, et on va clore là, et je vous assure qu'il y a 3 jours de débat, donc ne soyez pas frustrés, vous pourrez tenter votre chance à d'autres panels. Allez-y. On ne vous entend pas bien en revanche, si vous pouvez vous présenter et parler fort. Ouais. Non, c'est... Allez-y. Bonjour, je suis Manchini Traoré. Là, je parle avec ma casquette de malienne engagée. Donc, je reviens sur la question de l'héritage patrimonial, au fait. Aujourd'hui, en fait, et ICC, on sait qu'aujourd'hui, la problématique, comme vous l'avez dit, c'est la question de marché, c'est la question aussi d'intermédiaires qui interviennent sur la chaîne de valeur. Et comment faire en puisant dans notre patrimoine aujourd'hui pour amener, pour produire des choses qui peuvent être consommées sur le continent et aussi éduquer notre public à consommer, parce que j'ai entendu, j'ai oublié le nom, le Rwandais, qui dit que, au fait, le public, il n'écoute plus le public. Alors que pour que l'industrie existe, on a beau vendre ailleurs, mais il faut qu'il y ait un marché local. Donc, merci beaucoup. Comment on fait? Ok, on a bien noté le point et on prend la dernière question qui est devant, qui va être une question... Voilà, par ce monsieur qui est là. Allez-y, monsieur, comme ça on aura eu 2 femmes et un homme, c'est pas mal. Et voilà. Alors, allez-y, monsieur, on essaye d'être un petit peu rapide. Bonsoir à tous. Donald Shinju, styliste, modéliste et artiste IFC en création. Je viens du Cameroun. La question que je vais poser, c'est à l'endroit du panel. J'aimerais bien savoir, est-ce que vous pensez qu'un artiste africain, dans tout domaine confondu, pour qu'il puisse réussir, il faut forcément faire une carrière en Europe? Merci. Merci beaucoup pour la question. Alors, est-ce qu'il faut passer par l'Europe, c'est ça, pour réussir en Afrique, si je la reformule ainsi? C'est ça. Est-ce qu'il faut passer par l'Europe nécessairement?
pour être finalement reconnu ou réussir ici sur le continent. Alors c'est vrai qu'on est finalement... il y a eu beaucoup de choses qui ont été évoquées au point de vue du patrimoine, mais on n'a pas eu une question centrée là-dessus. Est-ce que Dobé, vous pouvez revenir là-dessus finalement sur l'utilisation du patrimoine, de cet héritage dans votre art? Par exemple, ça nous fera un bon point là-dessus. Oui, moi, ma base est l'héritage, c'est la tradition africaine, ma base. Même si parfois je vais dans la composition, mais ma base reste africaine et tellement fière d'être africaine, ivoirienne, noire, panafricaine et tout. Donc j'utilise ça. Du coup, Dobé, pardon, si vous pouvez être un peu précise, il y a les langues, parce que vous chantez aussi en langue, il y a des histoires qui vous ont été transmises par votre grand-mère. Enfin voilà, c'est quoi ce patrimoine finalement qui nourrit votre art? Bon, moi j'ai été élevée à Accra Lili. J'ai appris le français par moi-même, je ne suis pas allée à l'école. Donc j'ai appris le français parce qu'il fallait que je parle pour qu'on m'entende. Et malheureusement, avec le temps, je suis née à Accra Lili, j'ai grandi à Accra Lili, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Je parlais le Dida, je parlais le Bété. Et on va parler du patrimoine ici, ou culturel, parce que quand je suis arrivée à Abidjan, ma langue maternelle, petit à petit, a disparu, a fait place au français. Aujourd'hui, je ne parle pas... Bon, on va dire, je parle 10 mots de ma langue maternelle. Donc, je fais après la formation de Ki, après ce que Wara Likin me donne, qui est le panafricain, être fier de ce qu'on est, même si on n'a plus vraiment ça, être fier de ce que nous avons. Donc, dans ma création, je vais chercher, en fait, j'écris en français et je vais traduire en différentes langues africaines. Donc, je vais travailler avec si je chante en rwandais, si je chante en swahili, si je chante en bambara, je vais aller travailler avec chaque comédien, des écrivains et tout. Et je vais aller à la recherche, je vais chercher mon moi. C'est un peu ça. Et oui, mais c'est mon but, c'est mon patrimoine, c'est ce que je dois faire pour continuer. Même si je ne parle plus ma langue, il faut que je continue à promouvoir l'africanité. Il faut que je continue à promouvoir le panafricain. Il faut que je continue à être fier de ce que je suis, ce que j'étais ou ce que je peux redevenir. Donc, je ne sais pas, je vais continuer à parler longtemps. Non, c'est bon. Non, c'est bon, merci. D'autant plus qu'il faut vraiment qu'on respecte le timing. On avait eu une deuxième question donc, de Mancini Traoré qui interrogeait en fait sur finalement comment puiser peut-être même dans cet héritage patrimonial pour construire d'autres modèles avec moins d'intermédiaires et comment faire en sorte pour que ça puisse réussir ici. Est-ce que La Falaise, vous voulez bien rebondir là-dessus ? Oui, je pense que c'est très important et moi, c'est ce que je fais dans mon processus. Déjà, avant de pouvoir créer un nouveau travail, une collection, au body of work, je m'interroge toujours sur quel message j'ai envie de passer. Et parce que aussi, je pense que mon travail a vocation spirituelle et de guérison. Je sens quelque part que j'ai envie d'apporter une certaine guérison. C'est pourquoi le choix de mon matériel est important. C'est pourquoi le kori, j'ai utilisé le kori comme symbole important parce que je sais qu'il a un rôle très important qu'il joue en termes d'énergie, de régulation, de balance d'énergie et qu'il fait partie, il s'inscrit dans ce patrimoine et qui fait partie c'est le symbole pour moi, le symbole de cette identité. Donc il intervient dans le processus et quand je dois travailler, je travaille toujours avec des artisans sur le continent. Je viens de finir une nouvelle collection pendant laquelle j'ai travaillé pendant 2 ans et j'ai voyagé au Sénégal où j'ai trouvé des artisans pour travailler le pain tissé. J'ai voyagé également au Zimbabwe où j'ai trouvé un collectif de femmes qui recyclent en fait différents matériaux et qui créent en fait des œuvres d'art incroyables. Et j'ai travaillé au Kenya avec des artisans bronziers pour créer de nouvelles pièces de ma collection. Donc c'est un peu comme ça aussi que pour moi ça me nourrit énormément parce que de ces expériences, de ces échanges, je découvre de nouveaux savoir-faire. Et je découvre en fait qu'il y a tellement de savoir-faire en fait sur le continent, il y a tellement de beauté et ça m'encourage à continuer à m'inspirer, à apprendre, à connaître et à pouvoir intégrer en fait tout ça dans mon travail et aussi de le présenter à mon public, de le dire voici le chemin, voici mon processus et voici pourquoi je le fais parce que j'ai envie de vous apporter cet amour-là et j'ai envie de vous emmener
à rentrer à l'intérieur de vous pour trouver cette guérison. Et tous ces matériaux, en fait, ont cette énergie positive et cette énergie de guérison. Merci beaucoup, La Falaise. Donc, au plus près des créateurs aussi et des artisans, c'était important pour cette question sur la chaîne. Il y a la dernière question qui est une question frare, comme on dit ici en Côte d'Ivoire. C'est celle de est-ce qu'il faut passer par l'Europe pour réussir sur le continent? Qui veut bien se lancer en 30 secondes sur cette question? Angèle, je considère que ce regard est un signe positif. Allez-y en 30 secondes. Moi, j'ai envie de dire oui. Parce qu'aujourd'hui, en tant que cinéaste, si je fais un long métrage et qu'il n'y a pas de festival dans mon pays ou en Afrique de l'Ouest, à part le FESPACO et la Tunisie qui peuvent me permettre de le montrer et d'en parler sur le plan international, enfin, je me meurs. J'ai besoin aujourd'hui, quel que soit le cinéaste, quel que soit le pays du cinéaste dans le monde, tu as envie un jour de pouvoir être sélectionné dans un festival de catégorie A. Si ce n'est pas à Cannes pour le glamour, c'est à Berlin pour l'industrie cinématographique. Et ça, on se ment si on se dit qu'on n'a pas envie de ça. Parce qu'une fois qu'on est dans ces grands rendez-vous-là, on devient bankable parce que si j'ai un autre projet, on va devoir d'abord regarder le parcours de mes précédents projets. Et s'il y a un parcours qui est international, qui est des prix ou pas, à ce moment-là, je deviens bankable et je peux obtenir plus rapidement des financements pour faire mon travail. Aujourd'hui, La Falaise, le fait que Beyoncé ait porté ses tenues ou Dobé qui fait le tour du monde ailleurs pour faire son travail, ça lui permet aussi de rendre son travail économique, son art économique, mais aussi d'avoir une légitimité ici, comme elle disait tout à l'heure, parce que Beyoncé a porté ses tenues, Miss Côte d'Ivoire porte ses tenues, alors voilà, ça Merci. devient... Donc voilà. on retient en fait aussi tout simplement une nécessité en termes voilà, économiques et de valeur. Je vous remercie beaucoup pour vos questions. On a débordé juste de 5 minutes. Je considère que c'est pas trop un échec. Chacun de nos panélistes ont plusieurs actualités. Il y a Angèle qui est enfin en train d'être à l'étape de post-production sur une si longue lettre, l'adaptation cinématographique de la très grande Mariam Ba. Donc ça, vraiment, c'est une magnifique nouvelle. On a hâte, fin 2024 ou 2025, de la retrouver. La Falaise Dion, surveillez son Instagram, parce que de temps en temps, vous avez des pop-up comme ça de stars qui portent ses créations. Travaille aussi sur une nouvelle. Alors, moi, je vais dire collection, mais en fait, si vous voulez en parler avec La Falaise, elle va vous dire tout un truc de body of art, love, etc. Donc, elle vous l'expliquera mieux. Dobé s'apprête à aller faire vibrer les États-Unis avec ses chansons qui sont tirées aussi du patrimoine ivoirien. Donc, moi, je considère que c'est un de nos outils du soft power ivoirien qui va permettre d'aller faire ça du côté des États-Unis. Hassan va proposer des choses du côté de la Guadeloupe. On n'a pas eu le temps de parler de ça, mais c'est assez intéressant de voir ces liens aussi entre Afrique et Caraïbes. Et Manzi travaille sur l'adaptation en BD de la légende d'Avila, donc on va aussi surveiller ça. Je vous remercie tous pour votre présence et votre attention. Je vous invite à applaudir nos panélistes et vous-même. Merci beaucoup. Et je cède mon micro, vous n'avez pas besoin de bouger, il y a un panel qui va s'enchaîner tout de suite. Merci à vous.